Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 7 juillet 2025. On va parler de la volatilité de Bitcoin qui se contracte. On est sur un plus bas depuis 2 ans. La dernière fois que la volatilité du Bitcoin avait été aussi basse, c'était en août 2023, donc il y a bientôt 2 ans. À ce moment-là, Bitcoin évoluait autour des 26 000 dollars. C'était ici, suite à cette forte baisse. Voilà, on avait eu comme ça un mouvement de latéralisation où la volatilité était extrêmement faible. Alors, on reviendra dans la deuxième partie de vidéo sur les graphiques, mais vous voyez que la tendance du Bitcoin, du coup, à long terme, moyen terme et également à court terme est plutôt haussière. On a des phases de consolidation avant d'avoir des phases d'expansion. Ces phases de consolidation font souvent lieu, du coup, de retracement, de corrections qui sont plus ou moins prononcées. Donc actuellement, on est en pleine phase de consolidation et potentiellement en vue d'une explosion haussière ou baissière. Bien sûr, les deux scénarios sont tout à fait possibles, comme le troisième scénario qui est celle de la prolongation, la continuité de cette consolidation, mais qui tôt ou tard donnera une résolution haussière ou baissière. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse des graphiques, on va d'abord faire un point sur la macroéconomie. Alors la semaine dernière, le chiffre qu'on attendait, c'était le chiffre du chômage pour le mois de juin 2025 aux US. Le chiffre est tombé à 4,2%, alors qu'on était à 4,2 attendu et que le mois précédent, en mai 2025, le taux de chômage était à 4,2. Donc un chômage en recul, ce qui est bien évidemment plutôt une bonne nouvelle. Pour cette semaine, pas grand-chose attendu au niveau du calendrier économique US. Ici, alors comme tous les sites présentés, ils sont disponibles dans la description pour ceux qui veulent ensuite pouvoir les utiliser et faire, comme on dit, leur propre recherche. J'ai filtré sur ce qui était jugé comme important, forte volatilité attendue, 3 étoiles, et également j'ai filtré uniquement sur les US. Donc pour filtrer ici, on clique sur filtre, voilà, États-Unis, et ensuite importance 3 étoiles appliquées. Voilà, pour ceux qui voudraient du coup le faire en toute autonomie. Et donc cette semaine, voilà, ces données-là pour moi, elles sont pas très impactantes, elles sont pas vraiment significatives, à moins que on ait quelque chose d'exceptionnel qui sorte du compte-rendu de réunion du FOMC, ce dont je doute, les probabilités sont extrêmement faibles, pas grand-chose attendu, voilà, bref. Donc pour cette semaine, pour moi, tout va se jouer plutôt au niveau des tarifs, puisque on arrive à l'échéance fixée par Donald Trump au 9 juillet. Alors on sait qu'il y a beaucoup de pays pour lesquels les accords ont donc déjà été conclus. Le principal partenaire commercial avec lequel c'était attendu, c'est la Chine, donc a priori ça c'est acté. Là où c'est un peu plus délicat, c'est avec l'Europe. Donc à voir dans les jours qui viennent comment ça évolue. Maintenant, moi je pense que l'impact sera malgré tout modéré. Je pense avec la Chine, ça aurait probablement plus d'impact. Alors l'Europe, évidemment, ça peut en avoir aussi, mais je suis assez confiant sur le fait que de toute manière, ils trouvent une entente. Et également, on a ici Lutnick, donc, qui est un très proche de Donald Trump. C'est lui justement qui pousse pour les tarifs douaniers. Il aurait déclaré que les tarifs entreront en vigueur le 1er août. Je ne sais pas dans quelle mesure cette info est officielle, mais voilà, ça pourrait aussi laisser du temps du coup pour les négociations qui ne seraient pas encore finalisées. Et même si je considère qu'à moyen et long terme, l'impact des tarifs est assez négligeable, ça reste quand même malgré tout pour moi l'événement le plus intéressant à suivre cette semaine, l'actualité voilà, qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, on le verra sur les cours boursiers, puisque au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, on est sur des plus hauts historiques. Donc l'impact des tarifs douaniers du mois d'avril est vraiment bien loin derrière nous. Mais avant d'aller voir ça, je voudrais revenir sur le fait que Bitcoin a atteint son plus bas en termes de volatilité et de transactions mensuelles, et dans le même temps, on a les ETF qui établissent un nouveau record d'afflux cumulé. On ira voir aussi toute la partie accumulation de Bitcoin par les entreprises. Dans cet article, donc, ils mettent en avant que la volatilité du Bitcoin est à sa valeur la plus basse, donc depuis octobre, moi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est même août 2023, lorsque son prix s'échangeait autour des 30 000 dollars. Le nombre de transactions mensuelles Bitcoin en juin a également été le plus bas enregistré depuis octobre 2023, donc de moins en moins de transactions sur la blockchain Bitcoin. Et tandis que cette volatilité qui diminue, les ETF au comptant aux US continuent d'établir des records d'afflux cumulés
approchant les 50 milliards de dollars d'afflux net totaux. Donc ici, on a un graphique de la volatilité du Bitcoin. On a la même tendance du coup que sur ce graphique-là. Ensuite ici, on a les transactions mensuelles sur le réseau Bitcoin. Le mois de juillet en cours et donc là, le mois de juin qui est le plus bas depuis plus d'un an. Et en parallèle, la demande de Bitcoin à Wall Street ne fait qu'augmenter. Ça fait les affaires évidemment des vendeurs de pelles comme BlackRock. BlackRock qui a son ETF Bitcoin IBIT qui aujourd'hui génère plus de revenus que son ETF S&P 500. Alors le ratio de frais n'est pas le même. Pour l'ETF IBIT, donc de Bitcoin, les frais sont de 0,25%, alors que sur le S&P 500, ils sont extrêmement plus faibles puisqu'ils sont de 0,03%. Mais en termes de revenus pour BlackRock, Bitcoin lui rapporte 187,2 millions de dollars par an, alors que le S&P, c'est vraiment très serré, lui rapporte 187,1 millions de dollars. Et l'autre élément qu'on a déjà évoqué dans ce rendez-vous, ce sont l'accumulation par les entreprises. Vous trouverez le lien de ce site en description, bitcointreasury.net. Et donc on a ici toutes les compagnies publiques ou privées, mais c'est principalement les compagnies publiques qui en accumulent. Vous connaissez, je pense tous maintenant, Stratégie, anciennement MicroStrategy, Mara Holding qui est dans le minage de Bitcoin, tout comme Riot Platform. On a principalement donc des entreprises américaines dans le top 10, une entreprise japonaise Metaplanet et une entreprise canadienne 8 Mining Corp, donc c'est également du minage, Coinbase qui est top 10 et on a la première entreprise française qui est classée 22e, The Blockchain Group. Et donc ces entreprises publiques détiennent 849 000 bitcoins pour une valorisation à plus de 82 milliards de dollars, ce qui représente 4% des bitcoins en circulation. Et au niveau de l'évolution, on a ici une information sur 30 jours. Donc en termes de BTC dans leur trésorerie, c'est une augmentation de 1,93% et en nombre d'entreprises, on est à 21 entreprises supplémentaires qui détiennent du Bitcoin. Du côté des ETF, si on regarde les inflows, la semaine dernière, en nombre de Bitcoin, on a eu plus 900 Bitcoin le lundi, moins 3000 le mardi, plus 3800 le mercredi et un peu plus de 5000 le jeudi. Donc des volumes, à part une journée baissière, des volumes plutôt en augmentation. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Et si on regarde du côté d'Ether, on a une semaine également qui est très largement positive, peut-être même encore plus positive que Bitcoin, plus 12 000 Ether, plus 16 000 Ether, moins 790 et plus 57 000 Ether sur la semaine. Donc on voit ici sur le graphique qu'on a quand même une belle tendance haussière, une belle reprise sur les inflows sur ETH depuis environ mi-mai, fin mai. On a une belle reprise d'accumulation sur les ETF ETH. Donc pendant que le grand public se désintéresse de Bitcoin et plus généralement des cryptos, les entreprises, les institutionnels, eux, en accumulent très fortement. Donc si on passe sur les graphiques, Bitcoin, on a eu une clôture, la plus haute clôture hebdo sur cette semaine. Bitcoin a clôturé donc hier soir au-dessus des 109 000. Il est venu dans la semaine toucher les 110 000 dollars qui a été une nouvelle fois une zone de rejet comme la semaine du 16 mai et la semaine du 9 juin. Une résistance donc qui est dure à franchir. On est donc aujourd'hui sur le haut du range. Quand on est en haut de range, pour moi, la probabilité la plus élevée, ça reste de repartir en bas de range. Mais comme tout support ou résistance, à force d'être travaillé, ça finit par céder. Donc, potentiellement, si ça continue de pousser, ça pourrait du coup entraîner une nouvelle impulsion haussière. Et si on dézoome un peu, comme je vous l'ai déjà dit, Bitcoin dans ce cycle-là a vraiment une impulsion par escalier, par marche. Donc une impulsion, une marche, une impulsion, une marche, une impulsion, une marche, une impulsion, une marche. Et donc là, on est toujours en train de consolider dans cette marche depuis du coup plusieurs mois maintenant, depuis plus de 6 mois. Voilà, on a eu cette phase de correction.
Et là, on est en train de repartir gentiment à la hausse. Donc voilà, ça se travaille. C'est une zone qui se travaille. La zone donc autour des 110 000. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une nouvelle impulsion haussière pour aller probablement autour des 130 000, voire un petit peu plus sur Bitcoin pour sa prochaine jambe haussière. Alors, c'est pas parce que par le passé, on a vu ces mouvements-là que nécessairement ça va se répéter à l'infini. Évidemment, non. Il faut toujours avoir en tête tous les scénarios possibles. Après, c'est une évaluation de probabilité, de gestion de son risque. Moi, aujourd'hui, la probabilité la plus élevée, ça reste une continuation haussière, mais ça peut malgré tout partir en marché baissier. Les données que je suis, les indicateurs, qu'ils soient on-chain, techniques, macroéconomiques ou liés au sentiment de marché, me font plutôt penser qu'on est dans une continuation haussière. Maintenant, voilà, chacun doit prendre ses décisions. Je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous partage simplement mon analyse et mon point de vue. Du côté d'Ether, on est toujours autour des 2500 $. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est dans cette zone. On a eu là sur une semaine une impulsion baissière avant que ce soit très vite ravalé la semaine suivante. Voilà, toujours autour des 2500 $. Le scénario que je privilégie, toujours pareil, c'est une reprise haussière pour aller chercher les plus hauts historiques sur Ether. Au niveau de la Bitcoin dominance, on voit qu'on est sur 2 petites semaines de baisse, mais toujours quand même dans ce canal haussier. N'oublions pas qu'il y a tout juste 3 semaines, la dominance était sur ses plus hauts historiques sur ce cycle. C'est plus haut depuis donc 4 ans maintenant, où la dominance avait atteint donc cette zone-là des 72%. Ça reste la cible maintenant, voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'elle sera atteinte. En tout cas, aujourd'hui, il est toujours plus prudent d'être sur Bitcoin plutôt que sur les alts. Aller sur les alts, c'est aller chercher de la surperformance versus Bitcoin. Et étant donné que 95% des alts sous-performent Bitcoin, pourquoi prendre le risque d'aller sur les alts? Ça, après, encore une fois, c'est en fonction du profil de risque de chacun. Le Total 3, donc qui inclut toutes les cryptos hors Bitcoin et Ether, est revenu rebondir sur cette zone. Ici, on a eu un petit excès baissier avant de repasser au-dessus de cette zone-là. Là, il est venu rebondir dessus. Pareil, hein, moi, ce que j'attends, on pourrait dessiner ici une potentielle droite de support. Ce que j'attends tôt ou tard, malgré tout, malgré ce qu'on peut voir sur la dominance, à un moment donné, c'est quand même une activité plus importante de l'attractivité, de la traction qui reviendrait sur les alts. Peut-être ça n'arrivera pas, mais voilà, moi ma conviction quand même, c'est qu'à un moment donné, ça reviendra comme on a pu le connaître sur le passé, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc moi je suis dans la crypto depuis 2017, ça fait 8 ans maintenant, et c'est la 3e fois, je suis dans mon 3e cycle haussier, que j'entends que les alts sont mortes et qu'il ne restera donc plus que Bitcoin. Ce n'est pas ma conviction, je pense que les alts retrouveront à un moment donné de l'engouement. Pour ça, comme on l'a évoqué il y a 1 ou 2 semaines, il faut un retour des liquidités, il faut que les investisseurs soient poussés à prendre du risque, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, et c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles les alts galèrent, mais ça pourrait être amené à changer dans les semaines ou mois qui viennent. On fait un petit tour maintenant sur les autres classes d'actifs. Le marché boursier américain se porte extrêmement bien. Le S&P 500 est tout simplement sur ses plus hauts. La semaine dernière, on avait clôturé juste au-dessus de la zone de résistance. La semaine dernière, on a une belle bougie de confirmation puisqu'on a clôturé donc bien au-dessus de cette résistance-là. Et donc, on a le S&P 500 voilà, qui évolue toujours dans son canal haussier si je dézoome. Donc, ce qu'on pourrait voir, si on s'amuse un peu à prédire, c'est peut-être de voir un pullback ici avant de repartir vers le haut, ou peut-être une consolidation, puisqu'on se dirige gentiment ici vers cette zone de résistance, même si, je vous l'accorde, elle est quand même assez lointaine, mais on pourrait, voilà, après cassure de cette résistance, avoir une continuation haussière dans les semaines et mois qui viennent. Pour le S&P 500, on a, comme toujours, je monte les deux graphiques, mais au final, c'est sensiblement à chaque fois la même chose. Donc sur le Nasdaq pour les valeurs tech américaines. Le gold, lui, il continue sa consolidation dans son canal haussier. On est un peu comme sur Bitcoin, hein, sur une contraction de la volatilité. On est plutôt à plat depuis plusieurs mois maintenant. On est au niveau
d'avril 2025, donc au niveau d'il y a environ 3 mois. Pour moi, le gold, il reste donc dans cette belle tendance haussière. Le pétrole, lui, il est revenu ici sur le bas du range autour des 67 $. Donc rien de particulier à dire cette semaine sur le pétrole. Le dollar, lui, il est en train de casser cette résistance long terme de ce canal haussier. Donc là, on est dollar versus un panier de devises, donc le dollar qui est en train du coup de partir à la baisse. On a une validation de la cassure ici de ce support. Si on se met en mensuel, on voit qu'on a une bougie, deux bougies mensuelles en dessous. Voilà, maintenant la zone de résistance, je dirais la plus importante, ça reste quand même celle de ce canal haussier. Donc pour le moment, rien de confirmé sur cette cassure-là. Le dollar reste quand même dans cette tendance haussière. Il peut y avoir à certains moments des excès haussiers et des excès baissiers. On est peut-être dans un excès baissier. J'ai peut-être également un biais par rapport au fait que je pense que le dollar va reprendre en puissance avec les stablecoins qui sont en train petit à petit d'inonder le marché. Je pense que les États-Unis sont en train de bien remettre en place la dominance du dollar via les stablecoins, mais peut-être que je me trompe. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup de faire un dossier spécial sur les stablecoins. En tout cas, aujourd'hui, plutôt à court terme, le dollar est sur une zone plutôt basse. Donc, pour ceux qui pensent que le dollar peut être amené à se réapprécier, ça peut être plutôt une bonne zone intéressante pour en acheter. Et pour en acheter en euros, puisque ici, je vous avais dit, donc on était dans une zone très importante. À la fois ici, on brise la résistance et ici, on brise également cette résistance de ce canal baissier. Donc pour ceux qui veulent s'exposer au dollar, voilà, ça pourrait être un point intéressant si on est dans un excès haussier et que la poursuite de ce canal baissier se fait dans les mois ou années qui viennent. Voilà, ça c'est une histoire aussi de conviction. On voit ici au niveau du RSI qu'on est en train de rentrer en zone de surachat. Donc c'est des zones généralement qui sont suivies par des mouvements baissiers. On l'a vu ici, ensuite ça a baissé. On l'a vu ici. Ensuite, ça a baissé. On l'a vu ici dans une moindre mesure où on était proche des zones de surachat où il y a eu derrière un gros mouvement de baisse. Donc encore une fois, le RSI, c'est pas l'indicateur magique. Boum, on passe le surachat, donc ça veut dire que ça va baisser. C'est évidemment pas comme ça que ça marche, mais en tout cas, ça donne des idées en termes de momentum. Et là, on est voilà, dans un sentiment peut-être aussi un petit peu trop fort. Et généralement, derrière, il peut y avoir des corrections, au moins pour respirer un petit peu. Pourquoi pas revenir sur cette zone-là, faire dégonfler le RSI avant de repartir à la hausse. C'est tout à fait possible. Maintenant, pour avoir un changement de tendance, avoir un retournement haussier de l'euro vers le dollar, je vais répéter, mais pour moi, il faut breaker cette zone des 1,23, voilà, faire une structure de retournement haussier. Là, on a déjà un point haut plus haut que le précédent. Voilà, donc pourquoi pas, tout est possible évidemment. Une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui vous rentrez sur le marché crypto via des stablecoins dollars et donc que vous arrivez avec vos euros pour acheter des stablecoins avant potentiellement d'acheter des cryptos, vous obtiendrez plus de stablecoins que si vous étiez rentré sur ces 2 dernières années, puisque ici par exemple, si vous rentriez sur le marché fin 2022, vous auriez environ pour 1 euro déposé 1 USDC ou USDT, et aujourd'hui pour 1 euro, vous obtiendrez 1,17 USDC par exemple. Pour finir cette vidéo, je vous propose de revenir sur le sujet de cette vidéo, donc à savoir une contraction de la volatilité, une baisse historique de la volatilité depuis environ 2 ans. La semaine du 14 août 2023, on avait eu donc un plus bas sur la volatilité avant d'avoir une belle impulsion haussière. Qu'est-ce qui s'était passé sur Bitcoin cette semaine du 14 août? Eh bien, c'était plutôt une mauvaise semaine. La semaine du 14 août, il y a eu cette grosse bougie baissière qui avait ramené Bitcoin ici sur ce support avant de le voir rebondir. Donc, est-ce que dans les semaines qui viennent, on va avoir une grosse bougie baissière qui emmènera Bitcoin sur le bas du range avant d'impulser une nouvelle hausse, comme ça avait été le cas? Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toujours est-il que la baisse de la volatilité ne signifie pas
obligatoirement une hausse derrière de Bitcoin. Si on regarde la fois où la volatilité également avait atteint ce niveau avant d'avoir une grosse impulsion haussière, c'était la semaine du 9 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, c'est cette semaine-là. On avait eu une belle bougie haussière sur Bitcoin. Donc si on regarde l'histoire, une bougie haussière, une bougie baissière, qu'est-ce que va nous faire Bitcoin du coup dans les semaines qui viennent? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ai donné mon avis. Moi, je suis plutôt sur un scénario positif et haussier sur Bitcoin et sur le marché crypto d'une manière générale. Maintenant, cela n'engage que moi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Si vous souhaitez qu'on en parle, la zone commentaire est fait pour ça. Je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Belle journée, belle semaine. Ciao.